Donc, bonjour, je sais comment m'a présenté, c'est Dr Geoffrey Wahiba. Je travaille au Centre national de pharmacovigilance depuis plusieurs années. Et donc, je suis venue juste vous présenter, si vous voulez, le système de surveillance des effets indésirables et des incidents liés, les effets indésirables liés aux médicaments et les incidents liés au dispositif médical. Avant tout, je remercie la CIFAL de nous avoir invités et de me permettre donc de vous présenter une partie de l'activité du centre de pharmacovigilance. Pour passer les diapos, c'est... En principe, pour passer les diapos, pour il y a une passer les télécommande. diapos, ces flèches-là, en haut et en bas, c'est... Avec la télécommande, madame. Il y a là, où est-ce qu'elle est? Ah, je l'ai pas vu. Merci. Voilà. Alors, avant donc de parler de pharmacovigilance, juste quelques mots concernant le centre de pharmacovigilance. Sa création, il a été créé donc avant 98, mais officiellement, le décret a été signé en 1998. Ça fait quand même un bon bout de temps. Et le fondateur, c'est professeur Hellali Lahmo, bien sûr, et son équipe. Et donc, professeur Hellali, c'est professeur en pharmacologie clinique, pour celui qui ne le connaît pas. Alors, c'est un centre qui dépend directement du ministère de la Santé. Et il a une autonomie financière, donc les ressources proviennent directement du budget de l'État. Donc c'est un centre qui a une autorité morale. Alors les missions du centre, donc le Centre national de pharmacovigilance matériovigilance, s'occupe de la détection, l'évaluation, la compréhension d'un effet indésirable. Et non seulement, comme je l'ai dit, pas seulement l'effet indésirable, mais aussi en cas d'un risque, d'un incident ou d'un risque d'incident. Il assure également la diffusion de l'information, dans toutes les informations qui ont trait aux médicaments ou aux dispositifs médicaux. Et il travaille également dans le sens de l'usage rationnel des médicaments. Donc, vous voyez, le Centre national de pharmacovigilance, ce n'est pas uniquement effet indésirable, mais les sujets qu'il traite sont autour du bon usage des médicaments et aussi dans la sécurité du patient. Alors, qu'est-ce qu'il faut déclarer? Alors, je mets tout. Alors, on déclare tout effet indésirable suspect. C'est-à-dire, même si on n'est pas sûr qu'il s'agit d'un effet indésirable, il faut déclarer jusqu'à preuve du contraire. C'est par la suite qu'on va identifier s'il s'agit d'un effet indésirable ou d'une évolution de la pathologie ou d'une mauvaise utilisation du produit. Concernant donc le dispositif médical, c'est la même chose. Donc, dès qu'il y a un incident ou bien un risque d'incident, parce que le dispositif n'est pas conforme ou n'est pas le dispositif que vous avez l'habitude de voir, donc il faut déclarer. Et aussi, on déclare quand on constate qu'il y a un changement dans la coloration du produit ou bien son aspect, que ce soit dans le produit lui-même ou bien dans son conditionnement. Donc, toute anomalie concernant le médicament ou bien le dispositif médical, vous déclarez. Alors, qui déclare? Alors, tout le monde peut déclarer. Vous voyez, en dernier, on a mis le patient, parce que quand on avait commencé, le patient ne pouvait pas déclarer. Mais bon, avec l'expérience, on a vu qu'il y a certains
patients qui venaient donc nous voir pour des effets secondaires ou des problèmes liés aux médicaments. Et donc, nous avons inclus le patient. Donc, en premier, bien sûr, ceux qui déclarent, c'est beaucoup plus les prescripteurs, donc les médecins ou les autres professionnels de santé, tels que les chirurgiens dentistes, les infirmiers, les sages-femmes, donc tous les prescripteurs. Il y a aussi, très très important, les pharmaciens, que ce soit les pharmaciens travaillant donc dans le public ou dans le privé. D'ailleurs, la majorité des déclarations nous parviennent aussi par le biais des pharmaciens. Il y a les collaborateurs régionaux. Les collaborateurs régionaux aussi, c'est comme des volontaires qui travaillent pour nous aussi au niveau des différentes wilayas. Donc, dès qu'il y a un problème au niveau de leur région, ils nous déclarent. Bien sûr, nos partenaires, c'est la pharmacie centrale des hôpitaux, parce qu'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas, donc ils déclarent à la pharmacie centrale et c'est elle qui nous envoie le courrier par la suite, ou bien au ministère de la Santé. Mais l'essentiel, c'est de déclarer, que ce soit au ministère, à la PCH, au Centre national de pharmacovigilance. Les déclarations donc se rejoignent toutes chez nous. Et aussi les laboratoires pharmaceutiques ou l'industrie pharmaceutique aussi, quand ils ont des effets indésirables ou des incidents, particulièrement quand ils réalisent des essais cliniques ou bien en post-marketing. Alors, quand est-ce qu'il faut déclarer? Alors, j'ai mis, il faut déclarer immédiatement l'effet indésirable, d'accord? Et entre parenthèses, j'ai mis 15 jours parce que, immédiatement quand il s'agit d'un incident grave, d'accord? Bon, c'est vrai que quand il s'agit d'un incident grave, essayez de déclarer immédiatement. Mais il y a certains qui ne déclarent pas immédiatement parce qu'ils n'ont pas tous les éléments, toutes les informations. Donc, on leur laisse un délai de 15 jours pour rassembler le maximum d'informations et nous déclarer. Mais l'idéal, bien sûr, déclarer immédiatement et puis compléter le dossier en parallèle avec la pharmacomatériovigilance. Alors pour les autres, quand il s'agit d'un effet indésirable ou d'un incident qui n'est pas grave, donc il n'y a pas de délai, mais l'idéal serait de le déclarer dans les plus brefs délais parce que par la suite on oublie et on laisse passer. Alors pour la déclaration, alors comment déclarer? Quand nous avions commencé les premières années de notre activité au centre, le problème résidait toujours sur comment déclarer. Parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas encore d'Internet. Tout ce que nous avions, c'était, si on était chanceux, on a le fax. Et donc, nos collaborateurs ou bien ceux qui ont une bonne volonté et qui veulent déclarer nous disaient, mais on n'a pas comment faire pour vous faire parvenir la déclaration. Donc, ce qu'on utilisait, c'est soit par poste, soit celui qui a un fax, il nous faxait. Mais maintenant, avec l'Internet et toute l'armada de trucs de communication que nous avons, n'importe qui peut déclarer et c'est juste si la personne ne déclare pas, c'est juste parce qu'elle n'a pas le temps ou pour d'autres raisons. Sinon, pour les déclarations, vous avez les fiches. Je pensais que c'était le pointeur. Nous avons les fiches de déclaration. Ces fiches de déclaration, soit une fiche de déclaration de pharmacovigilance, la fiche de déclaration de matériovigilance, c'est une autre fiche. Et il y a la fiche de déclaration pour le patient. Nous avons fait des fiches spéciales pour le patient parce qu'il y a des éléments que sur la fiche jaune de la pharmacovigilance, il y a des termes médicaux, etc. Pour le patient, on l'a adapté de manière à ce que le patient comprenne et avec les deux langues, en arabe et en français. Alors, ces fiches-là, vous allez les trouver sur le site du centre pharmacovigilance. Donc, vous avez donc le lien sur l'écran.
Et nous avons créé aussi une application appelée Vigimeds que vous pouvez donc télécharger sur vos portables et vous pouvez donc faire la déclaration directement sur vos portables. Il y a aussi la page Facebook, bon, elle a été créée aussi pour le grand public, mais il y a aussi les professionnels qui sont dans la page. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs moyens de déclaration. Alors, quand on déclare, il y a quand même un minimum d'informations. Pour nous, l'idéal, c'est d'avoir le maximum d'informations. Le maximum d'informations, c'est pour les effets indésirables. C'est comme quand vous prenez le dossier du patient et vous faites un résumé médical. On prend le dossier, on résume tout le cas clinique. C'est la même chose quand on déclare un cas de pharmacovigilance. Cependant, c'est difficile d'avoir toutes ces informations. Mais il faut qu'il y ait un minimum. Alors ce minimum, d'abord, la source une source identifiable, c'est-à-dire le nom du notificateur. Celui qui déclare, il faut qu'il mette son nom, qu'on sache est-ce que c'est la personne qui a déclaré. Alors il faut savoir que le nom, c'est confidentiel. On ne divulgue jamais le nom de celui qui a déclaré. Seulement, quand on fait l'enquête, ou bien quand il y a des informations manquantes, on peut le contacter pour nous donner plus amples informations. Alors, un patient identifiable aussi, il ne faut pas mettre effet indésirable, on a eu tel effet indésirable sous tel traitement. Non, il faut mettre le patient, son âge, ses antécédents, mais bon, on a dit le minimum, disons que le tel patient âgé 2 a pris tel médicament. Donc, il faut qu'il y ait un patient identifiable. Il faut savoir que pour chaque patient, une fiche. On ne peut pas mettre sur une seule fiche, chez 3 patients, j'ai eu tel effet indésirable. Non, pour chaque patient, je remplis une fiche. Alors, donc, le notificateur, donc celui qui déclare son nom, le nom du patient, le nom du produit donc suspecté, et l'idéal d'avoir le numéro de lot, parce que parfois, souvent, ce n'est pas tous les lots des médicaments, c'est un lot qui pose problème. Donc, il faut mettre le numéro de lot, que ce soit pour médicaments ou le dispositif médical également. L'effet indésirable ou l'incident, donc vous décrivez, il faut décrire donc cet effet indésirable, qu'est-ce que vous avez eu comme problème, et l'évolution, est-ce qu'il y a une guérison, est-ce qu'il y a une complication, est-ce qu'il y a une hospitalisation, est-ce qu'il est perdu de vue ou bien un décès. Donc l'évolution aussi est importante. Donc voici le minimum d'informations qu'il faut avoir dans une fiche, c'est simple, le déclarant, le patient, qu'est-ce qu'il a comme effet indésirable, le médicament qu'il a pris ou le dispositif qu'on a utilisé chez lui et l'évolution. Alors, un résumé donc de la démarche qu'on suit quand on a donc un effet indésirable ou bien un incident ou un risque d'incident dû aux produits de santé. Alors, on a la déclaration, on la reçoit. Par la suite, on voit si on déclenche l'enquête ou non. Parce que ce n'est pas pour chaque déclaration, on déclenche l'enquête. C'est selon, il faut d'abord valider cette déclaration. Donc, on valide cette déclaration. Est-ce qu'effectivement, il s'agit bien d'un effet indésirable ou bien il s'agit bien d'un dispositif qui est défaillant, etc. Et si la déclaration est complète, on va voir s'il y a tout. S'il n'y a pas le nom du notificateur, on ne peut pas déclencher l'enquête, on ne sait pas qui nous a déclaré. Donc, on valide d'abord cette notification. Par la suite, on prend la décision d'ouvrir ou non une enquête pour une validation aussi de cet effet indésirable. Par la suite, après clôture de l'enquête, on prend une décision. Alors, si on arrive à prendre une décision,
c'est très bien. Parfois, c'est la conclusion, elle est un peu borderline et on ne sait pas comment faire, c'est pas que la décision, elle est un peu difficile. Et là, on réunit le comité ad hoc. Alors, le comité ad hoc, on va voir de qui il est constitué. Et donc des réunions, les réunions avec le comité ad hoc, ça peut être une seule réunion, comme ça peut être plusieurs réunions jusqu'à donc arriver à des recommandations d'actions correctives ou bien arriver à un retrait du produit. Docteur Jaffry, il vous reste 10 minutes. Il faudra penser peut-être à laisser un peu de temps pour pouvoir poser des questions. D'accord, 10 minutes. OK. Alors, il y a aussi la réunion avec le laboratoire pharmaceutique. Donc, on demande donc au directeur technique ou au responsable de la pharmacovigilance du laboratoire afin donc de nous parler. Donc, on se réunit pour donner plusieurs informations concernant le produit et aussi pour nous fournir le dossier technique du produit. Alors, le comité ad hoc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est constitué donc d'un représentant du ministère de la Santé, un représentant de la pharmacie centrale des hôpitaux, un représentant de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, un représentant du Centre national de pharmacovigilance, les professionnels de santé utilisateurs et les professionnels qui ont eu ce problème-là également. Et donc aussi un tableau aussi qui résume les différents partenaires du CNPM donc avec qui donc ils travaillent. Vous voyez donc toujours la PCH et le ministère de la Santé donc qui reviennent. Nous avons la NPP, l'industrie pharmaceutique, le patient, les professionnels, les collaborateurs régionaux et donc l'information va remonter vers la direction de la pharmacie qui est au ministère de la Santé. C'est tout? Ça passe pas? C'est bloqué? S'il vous plaît. C'est bon, c'est passé. Alors, un petit mot pour la matériovigilance, parce que tout ce que je viens de dire est valable aussi pour la matériovigilance. C'est la même procédure. Seulement quelques petites différences. C'est que la décision, par exemple, de déclencher l'enquête dépend aussi de la classe du DM. C'est différent quand il s'agit d'un DM de classe 1, de classe 2A ou B et de classe 3. Par exemple, quand il s'agit d'un DM de classe 3, avant de déclencher l'enquête, on met le produit en quarantaine et procéder à faire l'enquête. Par la suite, s'il y a une reproductibilité, on retire. S'il n'y a pas de reproductibilité, on remet le produit sur le marché. Alors, l'imputabilité, je n'ai pas parlé d'imputabilité parce que je ne veux pas, sinon la communication va être trop longue. Donc, quand on finit l'enquête, on fait une imputabilité aussi pour faire le lien de causalité entre le médicament et l'effet indésirable. L'imputabilité pour le dispositif médical n'existe pas, mais c'est une reproductibilité de l'événement. Et puis quand c'est un DM aussi, c'est un peu plus facile, entre guillemets, parce que parfois l'anomalie est visuelle. De visu, on peut savoir si y a le dispositif est défaillant ou non. Voilà, je crois que j'ai fini. Oui. On va voir peut-être s'il y a des questions pour Dr Jaffry. Oui, bon, c'est la dernière. Bon, il y a une... Allez-y, je pensais que vous aviez terminé. Non, c'est bon, j'ai fini. Ah, bon. Merci. On dit merci ou pas? C'est juste pour vous présenter cela. Allez-y brièvement. C'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas qu'il y ait donc une suspicion ou un autre terme, je veux utiliser un autre terme, mais bon,
et que on est partenaire avec tout le monde et que c'est pour notre objectif, c'est la sécurité du patient. Mais aussi, on travaille en parallèle avec le laboratoire pharmaceutique ou bien l'entreprise de dispositif médical, parce que c'est pour une amélioration de leur dispositif, une amélioration de leurs produits. Voilà, je vous remercie.